Un bonheur de vous retrouver en cette matinée pluvieuse à Cotonou. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être une fois encore des nôtres sur votre matinale 5 sur 7 matin. On s'intéresse comme tous les mercredis à l'économie et à l'entrepreneuriat. Madame, monsieur, sachez que rien n'est gratuit. Dans ce bas monde, tout s'expie. Le bien comme le mal se paie tôt ou tard. Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, tout s'expie, le bien comme le mal se paie tôt ou tard, le bien c'est beaucoup plus cher, forcément. C'est une pensée du célèbre écrivain français Louis-Ferdinand Céline, plus connu tout simplement du nom de Céline. On vous dévoile tout le menu tout à l'heure, en attendant c'est juste le temps d'aller nous informer. L'actualité en format réduit, c'est tout de suite et maintenant, et c'est une signature comme toujours, comme souvent, de Fifamé Salomé. À ta Didi. Bonjour, c'est l'heure du flash. Une session annuelle du comité mixte paritaire de concertation CMPC s'est ouverte hier mardi 14 juin entre le Bénin et la Belgique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris entre les deux parties, conformément à la convention spécifique conclue le 29 novembre 2018. Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement pour sauver des vies. C'est ce message fort qui a démarré hier 14 juin la célébration de la journée internationale des donneurs de sang. WIDA a accueilli les manifestations au plan national avec la distinction des donneurs venus des 12 départements du Bénin. Célébration hier 14 juin de la 19e édition de la Journée mondiale du don de sang. En prélude aux manifestations officielles, le représentant du ministre de la Santé a délivré un message de remerciement et de sensibilisation à l'endroit de tous les donneurs. Richard Venance Gandaro n'a pas manqué de rappeler l'importance du don de sang, un geste de solidarité avant tout. Donner son sang, c'est sauver des vies. Certains donneurs l'ont compris, mais pour d'autres, ce geste paraît encore difficile. D'où l'appel à la sensibilisation, car tout le monde peut en avoir besoin. Qui peut donner son sang? Pourquoi? Et quels sont les services qui en ont le plus besoin? La réponse dans nos éditions du jour. Séance de concertation entre les partis politiques et la Commission électorale nationale autonome. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. Occasion pour la Sénat de mettre en lumière le chronogramme et de recueillir les diverses préoccupations des formations politiques. Dans le cadre de l'exécution de ce qu'ils appellent en leur sein, revu par les pairs du réseau francophone des régulateurs des médias, une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a été reçue à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. La revue en question est une activité d'évaluation de l'institution haute pour plus de performance. Tournoi qualificatif UFOA B U17. Première victoire des écureuils cadets, les poulains du coach Urbain Humfort enregistrent leurs 3 premiers points à Cape Coast au Ghana. Le capitaine Oru Yamirou et ses coéquipiers ont dominé la Côte d'Ivoire sur le score de 3-2 et retrouveront le Burkina Faso ce mercredi 15 juin pour le compte de leur deuxième sortie dans le groupe B. La saison sportive 2021-2022 s'achève en beauté pour les championnats nationaux de football féminin. Les finales de D1 et D2 se sont jouées à Parakou avec à l'arrivée le sacre de Espoir FC de Cotonou devant Ainovi de Porto Novo 3-0 en D1 et s'efforce face à Saba au tir au but 3-1 en D2. C'est un pari réussi pour la Fédération béninoise de football qui est engagée dans le développement du football féminin. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.
Et si vous avez envie de voir tous ces reportages, c'est tout à l'heure à partir de 7h, 6h en temps universel, par ici, toujours ce 5 sur 7 matin. Et cette fois-ci, ce sera une présentation de Jean-Claude James. Tout de suite à présent, on découvre ce dont nous parlons aujourd'hui dans la matinale 5 sur 7 matin. Vous le savez, l'Afrique subit de plein fouet cette guerre en Ukraine. Le conflit provoque à la fois un choc inflationniste, mais aussi une raréfaction des céréales et des engrais. Ces effets frappent gravement des pays déjà éprouvés par la pandémie. Le commerce, par voie de conséquence, se retrouve très enrhumé à cause de ce conflit entre les deux plus gros producteurs de céréales. On en parle ce matin. Le Bénin a engagé sa révolution numérique. La qualité des réseaux s'améliore, même si c'est trop souvent cher pour le consommateur. Les services mobiles offrent de nouveaux marchés, ouvrent des horizons pour les entreprises dans un monde toujours plus interconnecté, mais le manque de compétences et la pénurie de talents numériques plus avancés freinent la diffusion rapide des technologies numériques. Dans son récent rapport, la SFI, la Société financière internationale, estime que les compétences numériques intermédiaires seront les plus demandées en Afrique. Un employé dans une société commerciale, un hôtel ou une entreprise agroalimentaire, un fermier, un détaillant, une infirmière, presque toutes les professions à venir auront besoin de pouvoir utiliser les technologies numériques. Évidemment, c'est un vaste champ pour un secteur aux ressources humaines, pour l'heure encore limité. On en parle dans le forum de discussion. Et pour finir, écho de Noélie Arrigo, athlète du 800 mètres. Elle a décroché une médaille d'or au Grand Prix de Salutana à 36 ans. La guéparde de Materi continue de prendre du plaisir. Hugues Souzounan nous en parle. Et puis, en dernière heure, la revue de presse de Marcel Rossi pour boucler la boucle. Bienvenue, si vous venez à l'instant de nous rejoindre. 5 sur 7 matin vous revient. « 5 sur 7 matin, retour en plateau pour jeter un coup d'œil rapide sur les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce mercredi matin. L'exercice est assuré par Marcel Rossi. Bonjour Marcel. Herman, bonjour à tous, bienvenue. Avec vous donc une des journaux. Tout à fait. Nous démarrons par la presse du jour. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Un nouveau mode de désignation des professionnels des médias adopté par les députés. Le concours d'un organe public en charge des élections désormais sollicité. Tout le détail assure dans la presse du jour. Paru aujourd'hui, audience au Palais de la Marina, la presse du jour revient sur la rencontre de Talon et Yahi qui échangent sur des sujets vitaux de la nation. La nation, quotidien du service public à présent, préparatifs des législatives 2023, les précisions de la Sénat aux partis politiques. Assemblée nationale, une nouvelle loi organique sur la HAC adoptée, les représentants des médias, toujours désormais désignés par élection. Le potentiel, José Tonato sur l'émission Le gouvernement en action. En 2026, Cotonou sera hors d'eau. Le Soleil, Bénin Info, de faux médicaments pénètrent à Cotonou et environ complicité. Grosse interrogation. Le Soleil, le vent, rencontre entre les deux anciens chefs d'État et l'actuel locataire de la Marina, Patrice Talon, s'engage résolument pour la décrispation de la tension politique, une retrouvaille diversement appréciée par les Béninois, la cohésion sociale en marche. Présentation du projet Participe Odel. Le maire Jean Béjor Zanou s'engage pour la valorisation des potentialités économiques de Soava. Le grand regard, branle-bas avant la bataille de 2023. Le chef de file de l'opposition, Paul Humpé, ne voit aucun danger venir. C'est plutôt une interrogation. L'économiste, 12e conférence ministérielle de l'OMC, le Bénin appelle à un réengagement en faveur du coton. Vif d'Afrique rencontre Talon Yahi. Quel sort pour les exilés et prisonniers politiques?
Burkina Faso, 2 attaques terroristes en deuil. Le pays rareté du gaz domestique à Cotonou et à Calavi, le charbon de bois, le palliatif dans plusieurs ménages. L'avenir en Côte d'Ivoire, portrait malgré les préjugés et crimes contre les albinos. Une Ivoirienne albinos crève l'écran à Ouaga. Son témoignage glaçant sur une tentative de crime. Comment elle a vaincu les préjugés? Découvrez tout ça avec l'avenir paru ce jour. Le pays Africa CEO Forum à Abidjan, un show de plus? Interrogation. Le pays Ouakatsira, attaque armée. Le Burkina pleure ses morts. Le Mali inquiète à l'ONU. Le pays percé du M23 en RDC. Félix Tshisekedi doit se faire du mourant. RFI Radio France Internationale, RDC, la prise de la ville de Bunagana par le M23 fait réagir les chancelleries occidentales. RFI toujours, dans un rapport accablant, l'ONU accuse la Birmanie d'avoir torturé des enfants. Et pour finir, TV5 Monde, assaut du Capitole, l'enquête parlementaire révèle les mensonges martelés par Donald Trump sur l'élection de 2020. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrosi. C'est moi, merci. Allez, on se retrouve vers les cours de 8h30, 35, comme d'habitude. Absolument. Allez, on vous retrouve tout à l'heure donc en fin d'émission. Ce sera cette fois-ci pour la revue de presse. 5 sur 7 matin, nous allons poursuivre évidemment ce programme matinal qui nous mène jusqu'à 8h45, 7h45 en temps universel. Bien évidemment, nous allons suivre les différentes rubriques. Mais avant, on se dit à tout à l'heure pour la suite. Je vous le disais à l'entame de l'émission, l'Afrique subit de plein fouet cette guerre en Ukraine. Le conflit provoque à la fois un choc inflationniste, mais aussi la raréfaction des céréales et des engrais. Ces effets frappent gravement des pays déjà éprouvés par la pandémie. Le commerce, par voie de conséquence, se trouve très enrhumé du fait de ce conflit entre les 2 plus gros producteurs de céréales. On en parle ce matin avec Amou Baguidi Amoussou. Il est donc docteur en statistique, consultant très connu par ici. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Plaisir de vous retrouver par ici. Le plaisir partagé. Alors, évidemment, depuis un moment, on s'y est habitué. Même ceux qui suivent peu l'information, l'actualité, au plan local comme à l'international, tout le monde est désormais au courant de ce conflit russo-ukrainien. Et on sait aussi que la crise économique que nous traversons actuellement est en partie due aussi à cette crise, à ce conflit entre les 2 plus gros producteurs ou des plus gros producteurs de céréales dans le monde. Mais en fait, on se demande concrètement comment est-ce que cela pourrait arriver. 2 États qui sont en conflit et derrière tout le monde est embrouillé, sinon enrhumé. Comment ça se fait? Oui, merci beaucoup, monsieur Herman. Déjà, je vous remercie pour l'invitation sur ce sujet vraiment important parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans le monde, pratiquement, nous avons pratiqué 2 camps. Le premier qui pense qu'en réalité, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne peut pas entraîner quand même une crise de façon mondiale et spécifiquement au sein des populations. Et le camp antagoniste. Donc, c'est vraiment l'occasion d'éclairer un certain nombre quand même de personnes sur ce sujet-là. Il faut reconnaître que déjà, lorsque je prends la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est vraiment compliqué déjà dedans, c'est qu'on peut voir que c'est une guerre meurtrière. Et déjà, lorsqu'il y a des pertes en vies humaines dans un pays donné, cela interpelle le monde entier. Parce que, quoi qu'on dise, il y a par exemple, nous partageons beaucoup de choses avec ces pays-là. Nous avons des citoyens qui vivent de l'autre côté, plein de trucs quand même qui tournent, et donc ça interpelle vraiment toutes les nations. L'autre chose aujourd'hui, avec les rapports des organisations comme l'OMS, le FMI et consorts, on comprend quand même bien qu'en réalité, cette guerre qui oppose ces 2 pays-là
entraîne vraiment des situations compliquées, la faim. Et aussi, vous voyez, avec cette guerre, la situation sanitaire pratiquement complique les choses. Et on voit quand même que si rien n'est fait d'ici peu, on pourra en réalité faire face vraiment à de sérieux problèmes. Spécifiquement, d'après par exemple la conférence, les données recueillies sur le site de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et le centre de commerce international, on note que la Russie est le premier producteur mondial de combustible, c'est-à-dire pétrole, gaz et consorts, avec une part de 2,3%. Vous imaginez? On note aussi que cette Russie est quatrième producteur mondial de céréales, blé, maïs et autres, avec une part de plus de 5%. Et cinquième producteur mondial de fer et acier, avec une part de plus de 5%. L'Ukraine, c'est pratiquement les mêmes statistiques. Septième, par exemple, de producteur mondial de céréales, avec une part de près de 5%. Donc, vous imaginez quand même, ces deux pays, en réalité, approvisionnent, quoi qu'on dise, quand même, les pays du monde. Et donc, avec ces parts-là, qui ne sont pas quand même négligeables, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Aussi, on voit quand même qu'avec les sanctions de l'Union européenne contre aujourd'hui la Russie, qui limite un peu ses périmètres, il y a beaucoup de pays qui ont quand même du mal à mieux suivre. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui maintenant de comprendre que cette guerre-là engendre vraiment beaucoup de problèmes, tant au niveau des citoyens qu'au niveau spécifiquement de l'économie des pays. Raison pour laquelle elle inquiète le monde. Tout à fait. Et quelles sont les conséquences de cette guerre sur le commerce au Bénin? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est un conflit entre deux pays du vieux continent. En quoi est-ce que le Bénin pourrait être impacté? En quoi est-ce que cela concerne le Bénin? Tant les autorités politiques et administratives expliquent un certain nombre de choses par ce conflit ou du fait de ce conflit, les Béninois ou certains Béninois peuvent se dire, mais de toute manière, quoi ça peut impacter le commerce par ici? Au fait, c'est un moment que je guettais. Je pense que votre invitation est bien tombée parce que j'écoute souvent les gens à des moments donnés qui n'ont pas vraiment les vraies statistiques, mais bon, qui avancent des arguments à des moments donnés biaisés. Il faut reconnaître que de façon spécifique, avec les informations sur au niveau du centre de commerce international aujourd'hui, nous importons en réalité plus de la Russie. Le Bénin importe plus de la Russie et le Bénin exporte plus vers l'Ukraine. Et j'ai quelques données ici, si vous permettez. La part, par exemple, des importations de l'Ukraine dans les importations totales du Bénin est de 0,4%. Et la part des exportations vers l'Ukraine dans les exportations totales du Bénin d'environ 1%. C'est vrai, lorsqu'on voit par exemple les statistiques, on voit quand même que bon, c'est un peu négligeable. De façon chiffrée. Et là, c'est les importations, les exportations pour tous les produits. Mais spécifiquement, il y a un certain nombre de produits pour lesquels on note une dépendance. Et ça permet quand même de dire que si en réalité le Bénin ne revoit pas sa politique, d'ailleurs ça a commencé déjà, il y a un certain nombre de dispositions en réalité qui sont en train d'être prises pour revoir cela déjà au sein du gouvernement. Et donc je pense quand même que ces dispositions sont certainement à renforcer pour quand même que le Bénin spécifiquement puisse faire face à cette situation-là. Mais on se dit certainement que l'impact ne serait pas que commercial. Il y a forcément d'autres axes qui sont touchés dans ce conflit qui oppose ces deux pays-là. Très bien. C'est vrai, on ne peut pas dire forcément que c'est au niveau commercial, qu'en réalité la guerre entre l'Ukraine et la Russie impacterait, j'allais dire, forcément l'économie du Bénin. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, d'après nos modélisations, on a constaté que, par exemple, si les exportations du Bénin vers l'Ukraine diminuent de 100 francs, le PIB du Bénin pourra diminuer de 11,8 francs CFA. Vous voyez déjà, ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous exportons vers ce pays, on a plus la chance d'accroître notre PIB. Et plus les exportations diminuent, c'est que le PIB, en réalité, sera touché. Et donc, déjà, c'est de voir dans quelle mesure rediriger ces exportations-là.
Parce que la part des exportations, ce que nous exportons vers l'Ukraine, vers la Russie, ce n'est pas par rapport à ce que nous exportons vers les autres pays, je pense que c'est un peu négligeable. C'est de voir dans quelle mesure renforcer ces exportations-là dans les autres pays pour ne pas, en réalité, en retour perdre. C'est vraiment ça. L'autre chose aussi, si les importations du Bénin depuis l'Ukraine diminuent par exemple de 1000 francs CFA, c'est que les recettes fiscales du Bénin pourra quand même diminuer de 3 francs CFA. Et voilà. Et donc, spécifiquement, on peut reconnaître que la guerre entre l'Ukraine et la Russie impacte négativement l'économie du pays à travers déjà le PIB qui évitablement serait impacté et à travers les recettes fiscales aussi qui seront inévitablement impactées. Pour certains, on peut se dire que ce sont des réalités macroéconomiques et que forcément dans le quotidien, du moins le quotidien du Béninois, peut-être d'Avogmanan, peut-être de Matéri, lui, il ne peut pas comprendre. Tout à fait. Comment lui expliquer de façon terre à terre pour lui dire, tiens, voici en quoi cette guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de toi, voici en quoi cela t'impacte ici, toi, citoyen du Bénin. Je pense que la première des choses, c'est de lui faire comprendre que déjà, il y a une relation commerciale directement d'abord, entre l'Ukraine et le Bénin, entre la Russie et le Bénin. Et déjà avec les sanctions, la fermeture des frontières, la réduction des périmètres, tout ça, c'est que nous n'avons plus totalement cette liberté-là d'agir sur les échanges. Et donc, étant donné que ces échanges-là impactent positivement l'économie du Bénin, c'est que forcément, on doit s'attendre quand même à un certain nombre de situations, de cherté de la vie, et puis et autre chose. Et donc, je pense que c'est compréhensible du moment où, sans ces échanges-là, par exemple, le gaz, le pétrole, le maïs, le blé et consorts, on voit quand même qu'en majorité, c'est des trucs que nous importons depuis ces pays-là. Et aussi, la part des importations quand même, des exportations de ces produits depuis ces deux pays, en réalité, n'est pas négligeable. Premier sur le plan mondial de fournisseurs d'approvisionnement en gaz et autres. Et donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, le périmètre étant réduit, ça doit fondamentalement impacter négativement le pays si, en réalité, nous ne cherchons pas à redynamiser les choses et à revoir un peu nos politiques. Voilà. Bien, on a vu le président Macky Sall, président en exercice donc de l'Union africaine, mener une médiation, donc une démarche en direction du président de la Russie. On voit d'ailleurs les images à l'écran, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que vous n'êtes pas géopolitologue, bien sûr, vous êtes dans les chiffres, vous manipulez plus les chiffres évidemment que la géopolitique, même si c'est intimement lié. Pensez-vous que cette démarche du président Macky Sall, accompagné donc de Moussa Faki Mahamat, qui est le président de la commission donc, de l'Union africaine, est-ce que vous pensez que cette démarche a eu, parce que c'est passé déjà, a eu un impact sur la décision du président Poutine dans ses relations vis-à-vis de l'Afrique, qui, au demeurant, reste un gros partenaire pour la Russie? Oui, nous sommes en crise. C'est vrai, c'est un truc qui, en réalité, est entre la Russie et l'Ukraine. Et la distance est vraiment importante, mais ça impacte le Bénin. Et déjà, toutes les démarches, lorsqu'on est en crise, toutes les démarches quand même qui peuvent nous amener à sortir de la crise, c'est des démarches à saluer. Et donc, je pense quand même que c'est une nation salvatrice et nous ne pouvons qu'encourager ça. On va attendre les jours venus pour voir si concrètement les choses vont changer dans le bon sens. Très bien. Ouais. Et en tant, évidemment, vous qui traînez votre boss dans l'économie, dans la statistique, dans la manipulation des chiffres au quotidien, quelles recommandations faites-vous à l'endroit, évidemment, des dirigeants béninois pour, de façon beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus aisée, traverser cette période on ne peut plus tumultueuse? Ok. Je pense déjà qu'à travers nos résultats de modélisation, il faut reconnaître on a dit que les exportations du Bénin vers l'Ukraine, en réalité, impactent positivement le PIB. Les importations du Bénin vers l'Ukraine impactent positivement les recettes fiscales. Et il y a aussi au niveau des exportations du Bénin vers la Russie et consorts. Donc la première des choses, c'est de voir dans quelle mesure, s'il y a par exemple des produits que nous avons l'habitude d'exporter fondamentalement vers ces pays, comment les rediriger. L'autre chose, le Bénin a bien fait déjà de prendre des mesures pour
restrictions à l'exportation et à la réexportation. Ça, c'est vraiment important d'un certain nombre de produits. Je pense que ces mesures sont renforcées. Aussi, pour les importations des produits que nous avions l'habitude d'importer depuis, par exemple, l'Ukraine et la Russie, c'est l'occasion quand même de voir dans quelle mesure et faciliter quand même ces importations-là, même si c'est depuis un certain nombre de pays, à part ces deux pays-là, pour que en réalité les Béninois puissent quand même mieux vivre. C'est vrai, les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement, des mesures quand même qui sont pas mal, mais il serait quand même bien de les renforcer pour que nous puissions dire que d'ici peu, nous allons quand même nous en sortir. Ça, c'est des mesures évidemment à long terme, à court terme. Et donc, il serait quand même bien que sur le plan de l'agriculture, il y ait quand même plus. C'est vrai, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Les jeunes, un peu dans les villages et consorts, de voir dans quelle mesure techniquement les former pour que nous puissions dire que, bon, à long terme, nous pouvons quand même mieux tirer notre épingle du jeu. Voilà. Très bien. On a vu que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, de mesures sociales, une atténuation des effets. Pensez-vous que, en tant qu'économiste bien sûr, en tant que statisticien, pensez-vous que ces mesures produisent de l'effet sur le terrain? Tout à fait. Comme je l'ai dit, vous voyez par exemple, le prix de l'huile aujourd'hui est fixé et est connu. J'ai lu un peu partout, il y a quelques jours, qu'il y a des boutiques qui sont déjà en train d'être fermées parce qu'ils n'ont pas respecté cette mesure-là. Moi, je pense déjà que c'est vraiment bien et ça va nous permettre fondamentalement, ça va permettre aux Béninois fondamentalement de ne pas trop sentir ces situations qui opposent la Russie et l'Ukraine. Donc, toutes ces mesures-là, c'est des mesures. L'autre chose aussi, les citoyens qui vivent en Ukraine, en Russie et consorts, le gouvernement est en train de prendre des mesures quand même pour, mieux quand même les appuyer. Vous voyez, donc vraiment tant de mesures quand même qui sont vraiment à saluer. Et je pense que si ça continue comme ça, les citoyens n'auront pas trop senti en réalité toutes les situations qu'engendre cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine. Très bien. Merci beaucoup à vous, mon cher Amour Baguidi Amoussou. Je rappelle que vous êtes docteur en statistique, consultant aussi. Vous êtes au cabinet Un Pas de Plus. Tout à fait. Bien sûr, de mon très cher ami Marcel Effon. Tout à fait. Marcel Effon. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin, malgré cette matinée pluvieuse. Vous avez bravé la pluie pour venir, évidemment, dérouler votre chronique par ici. Comme quoi la pluie n'arrête pas le combattant. Tout à fait. Et ça ne serait jamais constitué une excuse pour ne pas faire le travail. Merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver très prochainement pour une autre thématique. Le plaisir est partagé. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous connaissez Alpha Mime? Oh, ça ne me dit pas quelque chose. Jamais entendu parler. Non. Pourtant, il est considéré comme le Alpha Blondy du Septentrion. C'est un artiste qui chante du reggae, Il a sorti son premier album depuis 1998. Derrière, il a un tout petit peu, sinon pour les plus connaisseurs, il se fréquente toujours, mais il a un tout petit peu disparu des radars pour le public. Qu'est-il devenu? Serge Ayaka est retourné le voir pour en savoir davantage. Regardez. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Toujours à Parakou, nous sommes mis aujourd'hui sur les traces d'un artiste que vous avez dû connaître à la fin des années 90, au début des années 2000. Il s'est fait connaître à travers un rythme le plus revendicatif qu'il soit. Il s'agit bien sûr du reggae. Lui, c'est Alpha Mime. Nous avons cherché ici à Parakou. On nous a dit qu'il est aujourd'hui enseignant dans ce collège que voici, le CEG Guéma. Allons-y demander d'ailleurs s'il a cours aujourd'hui. Bonjour Monsieur Suvert, comment allez-vous? Je m'appelle Serge Ayaka. Merci beaucoup de nous recevoir. En fait, je suis à la recherche d'un de vos professeurs, Alpha Mime.
Il a cours ce matin? D'accord. Vous pouvez m'amener vers lui? D'abord, avant même de continuer, il s'est inscrit sous quel nom? Il se fait appeler Alpha Mime partout? Il a un nom, mais je vous avoue que je ne peux pas maintenant si dominer le reste. D'accord. Allez, amenez-moi vers vous. Bonjour chers élèves, est-ce que vous connaissez ce visage, cette image? Vous voyez cette image à la télévision, donc ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Vous voyez, il y a cette intuition de nous rappeler son nom. Ça fait plus un, hein? Vous voyez? Oh, bravo! Surtout que c'est une femme, il faut reprendre encore le banc. Voilà. Vous constatez que Segayaka, c'est un journaliste de l'ORTB, n'est-ce pas? Il est là aujourd'hui pour voir comment est-ce que vous travaillez avec le professeur. Vous savez qui il est? Vous savez qui il est en dehors de la crête? Voilà, donc c'est un homme complet avec d'autres hommes complets. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vous laisse. Oh, merci beaucoup, monsieur Super. Merci vraiment. Merci à vous. Merci. Oh, merci beaucoup. Au plaisir. Oui, merci. Alpha Mime, le porté disparu. Ça va très bien. Comment tu me vas? Ça Oui, va, ça va. merci. Il y a un bon Plaisir. moment quand même. Hein? Vraiment. Ah, vraiment. Donc finalement, Oui, il est devenu enseignant. exactement. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Et la CRE a pris désormais le pas sur ce conseil déjà de Alpha Mime. En fait, les deux vont de pair quand Ben même. ouais. Je suis là. Oh, mais ça fait plaisir. Oui. Allez, je veux te voir, continuer ton cours, et puis juste après, on va parler. D'accord. ça y est. Allez, je te Merci laisse, beaucoup. je vais suivre. Ok, merci. Ok. Alors, nous sommes en train de faire, d'intégrer, comme vous le savez, au niveau de la réalisation, on est en train d'installer, n'est-ce pas, quelques notions. Aujourd'hui, nous allons faire vocabulaire, la formation des mots. Vous savez que on utilise souvent les mots sans connaître comment ces mots-là sont formés. Hein, on ignore comment les mots sont formés. Hein. Donc, par rapport à ça, nous allons aujourd'hui aborder la formation des mots. Alors, l'objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, que chacun de vous puisse savoir, quand on dit formation des mots, qu'est-ce qu'on met dans formation des mots. C'est quoi un mot? Comment on peut former un mot? Comment on peut arriver à décortiquer, à découper un mot? Hein? Et puis, vous savez, quand on vous lit en communication écrite, vous coupez mal les mots. Hein? Vous coupez mal les mots et puis on a de la peine à lire, à comprendre ce que vous faites. Donc nous allons faire la formation des mots. Alors, donc comme ça, Oui. tu enseignes le français. Le français, c'est C'est bien bien ça. ça. Oui. Ça fait depuis combien de temps maintenant? Depuis 2004, quand j'ai fini l'université, bon, j'ai commencé la vacation. Puis après, il y a, comment on appelle, le recrutement ACE, qui est venu en 2008. Et puis bon, là, j'ai été titularisé après les différents examens passés. Donc depuis 2008, je suis officiellement enseignant. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Oui, d'abord, c'est une suite, c'est une continuité. Ouais. Vous savez, l'artiste, c'est d'abord quelqu'un qui est avec le peuple. Nous éduquons. Et déjà qu'on a encore nos apprenants, c'est une autre manière de relayer cette éducation-là. Donc je travaille avec ces enfants, je leur donne des conseils. J'ai un savoir à monnayer
que je transmets à ces jeunes apprenants. Et puis vous voyez, j'ai du plaisir à monnayer ce savoir avec les enfants, les apprenants. Et puis, profitant de cette occasion, j'essaie de leur donner des conseils et tout ça. Ouais. Bon, il arrive aussi, ça peut arriver, c'est vrai que ce n'est pas encore venu, en tout cas cette année, il arrive parfois que dans la pédagogie, je ramène une chanson pour permettre, par exemple, dans l'expression des sentiments, comment les sentiments qu'on peut éprouver dans une chanson, j'amène l'une de mes chansons, on chante et je demande aux enfants de voir, d'apprécier et de dire le sentiment qu'ils ont en écoutant une chanson. Donc je cumule les deux et puis je suis tranquille, je suis à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qui peut finalement décider un artiste à choisir ce chemin de l'éducation des enfants, alors que le métier, il y a beaucoup de gens qui le fuient? Oui. D'abord, c'est une question de vocation. Ouais. J'ai aimé la chose dès lors. J'ai suivi des professeurs qui m'ont gardé et qui m'ont marqué positivement. C'est parti de là. Et en tant qu'artiste, au-delà du fait que je me trouve face à un public aussi grand, je me dis il y a aussi un autre public auquel j'ai affaire et avec qui je peux aussi, comment on appelle, échanger. Et ce public-là, c'est la jeunesse. Et j'ai estimé que la jeunesse, je peux l'avoir dans les écoles. Et donc j'ai choisi alors ce métier, ce qui me permet d'être en relation avec mes apprenants. Vous voyez, et puis j'ai voulu aussi être un exemple, montrer à la jeune génération qu'on peut être artiste, être élève, jouer au ballon, être élève, faire la musique. Si moi je suis professeur, je suis artiste, donc ils peuvent aussi l'être. Ouais, donc j'ai voulu être un exemple et puis donc voilà quoi. Ouais. Alors en matière de musique, pourquoi tu as disparu de la scène comme ça? Que s'est-il passé? Bon, je n'ai pas disparu. Il faut dire que c'est de l'autre côté de Cotonou que les gens ne me voient pas. Sinon, je suis très actif ici. À Parakou. Je suis très actif. J'ai sorti des albums. C'est vrai que je n'ai pas sorti les clips comme avant. Exact. Ou quand j'étais à Cotonou, j'étais plus à Cotonou, les clips et tout ça au niveau des chaînes et tout ça. Aujourd'hui, ça demande beaucoup d'investissement et tout ça. Donc, j'essaie de faire avec dans le milieu où je suis. C'est vrai que quelqu'un qu'on connaît sur le plan national, quand il vient de façon locale, il y a quelque chose. C'est déjà un signal fort. Votre arrivée ici. Et cela, au fait, m'amène à comprendre que j'étais sur le droit chemin. C'est une satisfaction morale. Donc, même si je devais dormir sur mes lauriers, ça me permet de revenir dans le showbiz. Voilà, donc venir quitter Cotonou sèche pour me chercher jusqu'à Parakou, c'est un honneur. Il fallait le faire parce que nous avons décidé justement de nous mettre sur tes traces, de te pister, de te chercher et nous l'avons fait. On t'a retrouvé finalement dans ce collège. Alors, on va parler tout à l'heure, on aura beaucoup plus de temps de parler de musique. On va te laisser terminer ton cours d'abord. Et puis, juste après, on va se retrouver dans la ville, que tu me feras découvrir d'ailleurs. Je ne connais pas bien Parakou. Il n'y a pas de souci. Donc, je serai avec toi pour mieux découvrir la ville. On te laisse terminer le cours. Et puis après, on va continuer. Il n'y a pas de souci. Ça marche comme ça? Ça va, ça va. D'accord. Allez, les enfants, moi, je vous dis au revoir. À tout à l'heure. On continue. Ok, merci. Nakobe faigadia, nakobe faigadia, imbe moteru wateso, ikube tonu naneku, itonu naneku akwe naidu kuridi. Voilà, applaudissez pour vous-même. Alors, on va chanter ça. Je chante ce monde très vicieux. J'implore mon Dieu au plus haut des cieux, car j'ai chanté dans le désert, cet univers est à l'envers. On y va. Je chante ce monde très vicieux, j'implore mon Dieu au plus haut des cieux,
car j'ai chanté dans le désert. Cet univers est à l'envers. Encore. Je chante ce monde très vicieux. J'implore mon Dieu au plus haut des cieux. Car j'ai chanté dans le désert. Cet univers est à l'envers. Encore. Je chante ce monde très vicieux. On lève les mains. J'implore mon Dieu au plus haut des cieux. Car j'ai chanté dans le désert. Cet univers est à l'envers. On y va encore. Je chante ce monde très vicieux. J'implore mon Dieu au plus haut des cieux. Car j'ai chanté dans le désert. Cet univers est à l'envers. Bravo! Dialogue et non des palabres. C'est beaucoup de frustrés qui deviennent des révoltés. À tous mes chefs, je demande le dialogue et non des palabres. Que c'est bien, que c'est bon d'avoir un prof de français qui fait de la musique. Par moment, bien sûr, on a ces instants pour apprendre quelques morceaux. En tout cas, merci à Serge Ayaka qui est donc reparti sur les traces d'Alpha Mime, de son vrai nom, Mama Ibrahim Awali. Aujourd'hui donc enseignant au CEG Guéma donc de Parakou. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cet élément. 5 sur 7 matin, il est désormais 7 heures partout au Bénin. 6 heures en temps universel, en tout cas dans un peu plus d'1 minute 30 secondes. Ce sera pour nous le temps d'installer le bulletin d'information. Le service, il est assuré du lundi au mercredi, vous le savez, par Jean-Claude James. JC comme on l'appelle par ici. Le bulletin d'information, donc, c'est avec Jean-Claude James. C'est le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Bonjour, si vous venez seulement maintenant à l'instant de nous rejoindre, l'aventure, elle a démarré depuis 6h, 5h en temps universel. Bonjour Jean-Claude James. Bonjour Eman Rodrigue Amégan, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Et on s'intéresse à la coopération entre la Belgique et le Bénin. Une session annuelle du comité mixte paritaire de concertation, le CMPC, s'est ouverte donc hier pour permettre aux cadres de répondre à une question. Comment se porte cette coopération? Tout à fait, Eman. C'est une session qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les deux parties. À l'origine de ces engagements, la convention spécifique conclue le 29 novembre 2018. Nicanor Kovi et Edmond Humbo pour le point du démarrage des travaux. C'était au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le plat pays et la patrie de Bioguera se regardent dans les yeux à Cotonou, route de l'aéroport. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la session annuelle du comité mixte paritaire de concertation bénino-belge est un rendez-vous périodique devenu une tradition. Cette 4e édition, à l'instar des précédentes, constitue un creuset d'échanges utiles à l'évaluation de notre coopération. Cette session 2022 est particulière parce qu'elle fait suite à l'évaluation à mi-parcours et que les années 2022 et 2023 seront cruciales pour atteindre les résultats définis, consolider les appuis et les faire perdurer. L'évaluation à mi-parcours qu'évoque le diplomate belge est celle du programme de coopération entre les deux pays. Pour l'émissaire de Bruxelles venu à Cotonou pour la circonstance, c'est également l'occasion d'aborder les perspectives
pour le futur de cette coopération bilatérale. Le programme en cours se termine fin novembre 2023 et il est temps de lancer le processus de préparation du nouveau programme. Par ailleurs, il est nécessaire d'identifier les domaines où la coopération gouvernementale belge apporte une réelle valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs bilatéraux et multilatéraux. La priorité de la partie belge reste l'épanouissement des couches vulnérables et Bruxelles se préoccupe des crises sécuritaires et alimentaires que traversent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, quitte à renouveler au Bénin son soutien. C'est donc dans un esprit de collaboration que la Belgique souhaite continuer à cheminer aux côtés du Bénin et à accompagner ses politiques de développement. La toute première commission mixte entre la République du Bénin et le Royaume de Belgique s'est réunie en 1998. Et puis, vous le savez, hier, 14 juin, c'était la journée internationale du donneur du sang. Un énième appel a été fait hier, donc, à ceux qui hésitent encore à rejoindre le mouvement pour sauver des vies. Un appel à mobilisation lancé depuis Ouidah, la ville historique qui a accueilli les manifestations officielles. Une occasion pour les autorités de distinguer les meilleurs donneurs des 12 départements du Bénin. Koudous Abdoulaye, René Kofi. Ces donneurs de sang, massés sur l'esplanade du fort français à Ouidah, s'engagent à toujours donner de leur sang pour sauver des vies. Nous ne devons pas être les seuls donneurs. Nous devons faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3, 4 donneurs par famille. Chers donneurs, je vous dis un merci plein pour votre humanisme. Le soutien que vous apportez aux agents de santé pour sauver des vies en souffrance au quotidien est capital pour la prise en charge adéquate des urgences dans nos hôpitaux. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, ce qui a un impact négatif sur l'accès en temps opportun de tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé et de qualité, garantis pour leur survie. Cette situation inquiétante concerne malheureusement le Bénin. Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les 3 minutes et plus de 75% des produits sanguins labiles sont transfusés aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Le gouvernement et ses partenaires redoublent de stratégies pour renforcer la disponibilité du sang et faciliter sa collecte. Cette camionnette illustre clairement ces efforts pour garantir le liquide vital dans nos banques de sang. Credo de ces donneurs venus des 12 départements du Bénin, certains sont faits chevaliers de l'ordre national du mérite de sang. Et déjà, à la veille de ces manifestations, le représentant du ministre de la Santé a délivré un message de remerciement et de sensibilisation à l'endroit de tous les donneurs. Richard Venance Gandaro est au micro de Christelle Tongodo. En cette journée de reconnaissance, nous remercions les donneurs de sang bénévoles pour l'acte héroïque qu'ils posent périodiquement afin que des vies en détresse soient sauvées. Le Bénin, en sacrifiant une fois encore à cette tradition, se prépare à commémorer ainsi la 19e édition cette année. Après la commune de Klekame en 2021, c'est la ville de Ouidah qui a été retenue pour abriter les manifestations officielles marquant cette 19e édition au Bénin. Cette opportunité nous permet chaque année de magnifier toutes les femmes et tous les hommes qui, volontairement et bénévolement, se sont engagés pour permettre à notre système sanitaire de répondre aux nombreux besoins en produits sanguins. C'est aussi une occasion pour nous d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur l'importance du don de sang. Face à ces situations qui n'épargnent personne, seule la solidarité pour une disponibilité de produits sanguins pourra nous permettre d'y apporter une solution thérapeutique efficace et sécurisée. Ainsi, le slogan de cette année, intitulé «
Donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Ce slogan, disais-je, nous interpelle tous. Malgré son importance, le geste paraît encore difficile pour nombre de Béninois. Mais qui peut donner son sang? Pourquoi et quels sont les services qui en ont le plus besoin? On retrouve Christelle Tongodo qui nous donne tous les détails. Quelques minutes de prélèvement pour sauver plusieurs vies. Le don de sang, un geste de solidarité devenu automatique chez les donneurs réguliers. Un donneur de sang, c'est d'abord quelqu'un, tout individu qui se sent en bonne santé et qui a au moins 18 ans, qui pèse au moins 50 kilos. Alors, tous ces prérequis pour pouvoir donner le sang se situent dans les 5 principes éthiques. Il y a le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, l'absence de profit et la responsabilité. En matière de transfusion sanguine, le Bénin vient de loin. Même si le pays n'est pas à l'abri des pénuries de sang, beaucoup d'actions sont menées pour contrôler les périodes de pointe. Les périodes de pointe, c'est de juin jusqu'au mois de septembre. Nous sommes d'ailleurs en plein dedans et donc vous allez voir que nos acteurs sont à pied d'œuvre sur le terrain pour collecter le maximum des poches. La disponibilité des poches de sang dans les banques dépend en partie des donneurs qui sont moins nombreux actuellement. Nous avions bien structuré, bien tracé la sortie de nos poches, du donneur jusqu'au receveur. Et même les poches qui ne sont pas validées, qui sont écartées après les examens de qualification, nous les détruisons. Et pour détruire ces poches, nous sommes obligés de le faire, n'est-ce pas? Comme si, je peux le dire, on suivait ça comme le lait sur le feu. Le système sanitaire tourne au ralenti lorsque le sang n'est pas disponible. Lorsque dans un centre, le sang est disponible, les chirurgiens sont à l'aise pour travailler, les pédiatres sont à l'aise, les gynécologues sont à l'aise. Je voudrais demander à chaque citoyen de ne jamais oublier de passer au niveau des banques de sang pour donner un peu de leur sang. Le sang est un liquide vital et nul ne sait quand on peut en avoir besoin. Au chapitre politique, on parle des préparatifs des législatives et à cet effet, la Sénat a réuni les partis politiques pour une séance de concertation hier. Objectif, partager avec ses responsables ou représentants de ces formations politiques le chronogramme et recueillir leurs préoccupations. Lenaïk Agbazaou et Evariste Zomaon. Scrutin législatif du 8 janvier prochain, le compte à rebours a commencé. Ont répondu à l'appel de la Sénat la plupart des formations politiques régulièrement enregistrées en République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome expose ici le chronogramme défini et le niveau d'exécution des différentes tâches. Voilà l'information qu'on a souhaité porter à votre niveau pour rassurer les uns et les autres que l'événement que les partis politiques attendent tant, l'événement qui se déroulera le 8 janvier prochain, se prépare et ensuite recueillir vos préoccupations. Cette séance de concertation se veut donc explicative et interactive. Même si nous ne savions pas, beaucoup de choses se planifient pour que méthodiquement la Sénat arrive à organiser les élections le 8 janvier 2023. Donc, sentiment général de satisfaction. J'ai parlé des pièces constitutives des dossiers de candidature qui sont des pièces redondantes. Nous continuons de les répéter. Les questions concernant la liste électorale, les bureaux de vote, le recrutement des agents de postes de vote et bien d'autres, la liste des pièces à fournir, les formulaires de déclaration de candidature. Autre doléance émise, la mise à disposition des partis du chronogramme de la Sénat.
Aux préoccupations des différentes chapelles politiques, la Sénat a apporté des clarifications. Le contact sera maintenu pour la suite du processus. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Merci également à vous, Jean-Claude James, pour le bulletin d'information. Le service est dûment accompli. Depuis lundi. Depuis lundi, bien sûr. Vous pouvez aller vous reposer tranquillement à présent. Oui. Dès demain, plus de réveil à 4 h du matin. C'est pas évident. D'accord. Je serai dans les coulisses toujours. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes toujours quelque part dans les coulisses de la matinale 5 sur 7 matin. Merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Et juste après vous, nous recevons donc nos amis venus donc de l'OCOSA, venus de l'Institut national supérieur de technologie industrielle, l'INSTI. J'espère que je prononce bien. Ils organisent donc pour la toute première fois la semaine de l'entrepreneuriat. On en parle tout de suite. Bienvenue sur 5 sur 7 matin. Nous parlons à présent de la semaine de l'entrepreneuriat organisée donc à l'université de l'OCOSA, l'Institut national supérieur de technologie industrielle pour être plus précis, organise pour la toute première fois la semaine de l'entrepreneuriat. Et pour en parler, je reçois par ici M. Ambroise Nsougan. Il est le président du comité d'organisation. Il est aussi enseignant donc à l'INSTI. C'est bien ça. Bonjour, M. Nsougan. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous recevons également pour vous, mesdames, messieurs, Dr Justine Deguénon. Elle est la vice-présidente du comité d'organisation. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi de même. Alors, M. Nsougan, vous organisez la semaine de l'entrepreneuriat à l'Institut national supérieur de technologie industrielle. Pourquoi avoir décidé de mettre sur pied cette initiative? Oui, c'est normal pour nous. Le SOMPA de l'université, c'est le haut lieu de savoir dans la région de Monokofo. Et vous connaissez un peu la problématique aujourd'hui, c'est la question liée à l'emploi. Et bon, nous savons, après les 3 ans de formation, les étudiants restent encore à la maison pour réfléchir, pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors nous sommes décidés pour dire, bon, déjà, lorsqu'on commence par les initier à l'esprit entrepreneuriat, à commencer par faire l'éducation à l'entrepreneuriat, de la première année jusqu'en 3e année, l'étudiant est obligé de s'orienter vers l'auto-emploi. Donc c'est ce qui nous réunit. Très bien. Alors, docteur, vous avez choisi comme thématique l'invention et l'innovation technique au service du développement. D'où est venue cette inspiration? Oui, en fait, à l'INSTI de l'OCOSA, nous avons des filières techniques. Donc, à la fin de leur formation, nos étudiants réalisent des innovations technologiques, mais malheureusement, ils n'ont pas de ressources pour valoriser ces innovations technologiques. Il manque également un cadre d'échange entre ces inventeurs, innovateurs et les chefs d'entreprise. Également, au niveau des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise ont des besoins technologiques, mais ils n'ont pas de cadre où exposer leurs problèmes, exposer leurs besoins technologiques. Donc, lors de la semaine de l'entrepreneuriat, nous aimerions donc faire un carrefour d'opportunités entre les inventeurs, les innovateurs et les chefs d'entreprise. Donc, ce sera l'occasion donc de montrer nos innovations technologiques et également aux chefs d'entreprise de venir nous découvrir, de venir discuter avec nous, de venir supporter donc de manière financière, comme un sponsoring en fait, venir sponsoriser donc nos inventeurs, nos innovateurs. On estime très souvent, bien souvent, peut-être à tort ou à raison, que nos chercheurs sont des chercheurs, jamais des trouveurs. Est-ce que vous rassurez qu'il y a des trouveurs à l'OCOSA? Absolument, nous avons des innovateurs et des inventeurs à l'OCOSA. Ne serait-ce que comme exemple, à l'OCOSA, nos étudiants réalisent des drones. Oui, nos étudiants réalisent des drones. Dans le Monokofo, en général, les entreprises sont tournées vers la terre. Alors, nos étudiants, nos inventeurs, nos innovateurs ont conçu un équipement qui vous permet de chez vous, donc,
Il suffit seulement d'appuyer sur le téléphone et vous pouvez arroser vos champs. Vous pouvez savoir quel est le taux d'humidité, quel est l'apport en eau que vous devez mettre sur vos champs. Donc, nous avons des solutions technologiques que nous voudrons montrer aux Béninois. D'accord. Monsieur Nsougan, de façon pratique, comment est-ce que tout ceci sera mis en musique? Et bon, nous aurons comme activité pour égayer l'événement, et on aura des formations, on aura des chefs d'entreprise, les working groups qui vont venir discuter, montrer aux étudiants comment commencer, pas nécessairement grand moyen avant de le commencer, et ils vont parler de leur exemple de succès et partager ces expériences avec ces étudiants. Nous avons déjà des professeurs qui seront de l'autre côté, les chefs d'entreprise aussi qui sont de la partie, et voir aussi ceux de la collectivité locale. Parce que le problème d'emploi aujourd'hui, ce n'est pas seulement aux chefs d'entreprise, mais ça appartient aussi à la communauté qui doit aussi accompagner. Donc, dans tous ces éléments-là, les étudiants vont présenter, tel que Mme Deguenon l'a dit tout à l'heure, ils vont présenter leurs inventions, et ces inventions vont se terminer par des produits finis, c'est-à-dire les entreprises. Il y aura brassage entre les entreprises et les étudiants, où on va voir dans quel cas, dans quelles possibilités ces entreprises vont accompagner ces inventions qui vont devenir un produit fini, mettre sur le marché local. Ce sera donc toute une semaine ponctuée d'activités diverses. Je rectifie, ça sera 3 jours en fait, qui va commencer le 29 juin et qui va se terminer le 1er juillet. D'accord. Donc 3 jours pour la première édition. Peut-être lors des autres éditions, nous allons élargir à 1 semaine. Et fondamentalement, qui sont ceux-là qui sont attendus à l'université? N'importe qui peut se porter vers l'OCOSA aujourd'hui pour dire qu'il veut assister à la semaine de l'entrepreneuriat, ou bien vous avez des profils ciblés? Non. Les entrepreneurs, bien sûr. La semaine de l'entrepreneuriat est ouverte à tous. Nous ciblons surtout les étudiants, les innovateurs, les inventeurs, les chefs d'entreprise pour nous parler de leurs expériences de succès. En tout cas, tous ceux qui sont curieux de voir nos inventions et tous ceux qui ont des inventions à montrer, nous les accueillons à bras ouverts. Alors, M. Nsougan, c'est une première à l'OCOSA, un institut qui a été créé quand même depuis plus de 20 ans. Sur quel modèle vous calquez pour organiser votre semaine de l'entrepreneuriat quand on sait qu'il y en a beaucoup dans le pays? En fait, ce modèle, nous avons eu à voir ce qui se fait dans les autres pays, parce que lorsque vous prenez le salon de l'élevage à Clermont-Ferrand, par exemple, organisé par l'université de Clermont-Ferrand, et vous allez à AgroCampus à Rennes, par exemple, ça se fait aussi là-bas. Bon, ici, c'est lié purement à la technologie. Nous sommes une université thématique qui forme rien que pour la technologie numérique, tout ce qui concerne l'innovation. Alors, nous sommes dit, l'université que nous sommes, nous devons aussi apporter un de plus à notre communauté. Donc, ce modèle est de travailler en quelque sorte, mettre cela et tout ce que nous avons, notre savoir-faire à la disposition de notre communauté pour pousser la communauté. Parce que, vous voyez, en principe, l'université doit accompagner la communauté pour le développement. Donc, ça ne sert à rien de faire les 3 ans, faire tout étudier, faire sortir des innovations, mais que ça reste chaque fois dans des magasins qui ne sont pas exploités. Donc nous demandons simplement aux chefs d'entreprise d'accompagner et pour que cela devienne une réalité. C'est la première édition, les éditions à venir ce serait plus que ça. Nous avons voulu faire 1 semaine, mais de façon technique, déjà dès le lundi, nous allons commencer les activités d'échange avec les étudiants, avec quelques partenaires, mais de façon officielle, ça commence le 29. Le mercredi 29 et ça finit le 1er. Et ça finira par le prix de l'innovation de l'année. Le prix de l'innovation de l'année. Bien sûr. Et au détour de cette semaine de l'entrepreneuriat, quels sont les résultats que vous attendez? Alors, les résultats que nous attendons, nous attendons des chefs d'entreprise un soutien ferme, un soutien de leur part. Nous attendons aussi des idées pour soutenir nos innovateurs, des idées pour commercialiser les innovations qui seront montrées ce jour-là. Nous attendons un soutien
un soutien pour commercialiser les innovations qui seront montrées. Il y a généralement aussi un problème de mise à l'échelle des innovations de nos chercheurs. Malheureusement et bien souvent, ça reste à des niveaux micro. Ça n'est pas souvent mis à l'échelle. Est-ce que vous avez prévu, je vais dire, des thématiques dans ce sens pour que les innovations actuelles des chercheurs, des enseignants, des étudiants aussi, puissent être vulgarisées et puissent connaître un meilleur sort que ce qu'elles sont actuellement? Oui, justement, par rapport à ça, nous aimerions que les responsables de cellules de communication nous aident dans ce sens, sous forme de sponsoring, c'est-à-dire nous aider à communiquer sur les innovations qui seront montrées. Parce que tout, c'est vrai, il faut inventer, mais il faut aussi protéger et communiquer dessus. Donc, voilà. Quelle est aujourd'hui la participation du ministère de l'Enseignement supérieur dans cet événement que vous organisez? Nous avons complètement le soutien de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et notamment, plus spécialement, la conseil technique à l'entrepreneuriat, Madame Rosaline, qui soutient réellement l'événement. Et nous pouvons aussi avoir le soutien de l'Université de Lille et à travers notre professeur, le professeur Abiassi, qui est un Béninois de la diaspora, qui travaille aussi sur l'innovation pour la commercialisation des produits, des innovations locales. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces étudiants, toutes ces personnes qui vous suivent actuellement et qui éventuellement, et je suis sûr, sont intéressés par cette semaine de l'entrepreneuriat que vous organisez? Madame... Alors, j'invite tous les curieux à venir nous rencontrer lors de la semaine de l'entrepreneuriat à l'OCOSA pour découvrir nos innovations, pour aussi faire découvrir leurs innovations, pour venir nous soutenir. Et je remercie déjà tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident donc dans le bon déroulement de ce projet GENEB. Et je profite pour remercier l'administration de l'INSTI, de l'OCOSA, notamment sa directrice, Madame Guidi Clotilde, et sa directrice adjointe, Madame Kiki Yvette. Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir invités. Merci. Ça a été un plaisir. Monsieur Sougan? Oui, c'est pour dire aux téléspectateurs, notamment le peuple béninois, que le génie des écoles, établissements et entreprises du Bénin est devenu une réalité au Bénin, principalement à l'Institut l'OCOSA, que de croire à leurs efforts, de croire à leurs enfants, parce que vous envoyez les enfants à l'école, c'est pour que l'enfant fasse plus que ce que vous voulez, vous désirez d'eux. Donc nous sommes convaincus que cette première édition, ce sera un succès et les années à venir, on fera plus que ça. Merci donc à vous, M. Ambroise Nsougan. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Institut national des sciences et technologies industrielles, c'est bien cela. J'espère que j'ai la bonne définition de l'OCOSA. Vous êtes aussi le président du comité d'organisation de la toute première semaine de l'entrepreneuriat qui va se dérouler donc à la dite dans le dit institut. Et je dis merci aussi au docteur Justine Deguénon qui est la vice-présidente du comité d'organisation. On vous souhaite plein succès pour cette semaine de l'entrepreneuriat qui démarre le 29 c'est bien ça, le 29 juin prochain. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler avant donc la date. Nous aurons l'occasion de découvrir aussi de fond en comble cet institut et de mettre l'accent sur ce qui se fait fondamentalement dans ces centres de formation. Pourquoi pas toucher du doigt des réalités, des innovations que vous avez déjà mises en place. On veut bien voir, on veut bien comprendre, on veut bien voir clair, comme on le dit vulgairement dans l'affaire. D'accord, ce sera un plaisir de revenir sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup pour cet engagement formel que vous prenez. Merci beaucoup, au plaisir de nous retrouver. Donc 5 sur 7 matin, la suite c'est bien sûr avec le forum de discussion. Mes invités sont déjà là. Ce sera d'ailleurs dans la veine de ce dont nous avons commencé par parler, d'innovation, mais surtout innovation dans le numérique. On vous revient tout à l'heure. Bienvenue dans le forum de discussion du 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal. Vous le savez, le Bénin a engagé sa révolution numérique. La qualité des réseaux s'améliore, même si c'est souvent trop cher
pour le consommateur. Les services mobiles offrent de nouveaux marchés, ouvrent, allais-je dire, des horizons pour les entreprises dans un monde toujours plus interconnecté. Mais le manque de compétences et la pénurie de talents numériques plus avancés freinent la diffusion rapide des technologies numériques. Dans son récent rapport, la Société financière internationale, la IFC, donc la SFI, voilà, estime que les compétences numériques intermédiaires seront les plus demandées en Afrique. Un employé dans une société commerciale, un hôtel ou une entreprise agroalimentaire, un fermier, un détaillant, une infirmière, presque toutes les professions à venir auront besoin de pouvoir utiliser les technologies numériques. Un vaste champ donc pour un secteur aux ressources humaines pour l'heure encore limité. On en parle ce matin avec mon cher Salim Gadi, il est spécialiste en gestion des projets et régulation numérique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, Marius Aounon, il est ingénieur en système d'information. Bonjour Marius. Bonjour Amand. Merci de répondre présent par ici. Il va nous rejoindre sans nul doute le dernier invité de ce forum de discussion de ce panel, bien sûr, Jean-Hugues Mouessou. Il est responsable donc de la Vedette Média avec lui. Donc, on va partager ensemble son expérience. Alors, Salim, aujourd'hui, oui. Que peut-on dire de l'état du secteur du numérique aujourd'hui au Bénin? Sans doute, le Bénin a forcément fait des progrès. Effectivement, disons que depuis un certain nombre d'années, depuis 2016, on va dire, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Déjà au niveau du cadre institutionnel, beaucoup de structures ont complètement changé. Au niveau du cadre juridique, on a eu l'adoption du Code du numérique. On a eu un certain nombre de choses, déploiement d'un backbone de fibre optique, déploiement de plusieurs infrastructures numériques, déploiement de plein de choses, dématérialisation des services publics. Donc, le Bénin s'est réellement engagé dans tout ce qui va être la transformation digitale du pays. On parle aujourd'hui de hub numérique, on parle d'une plateforme. Le Bénin veut être la Silicon Valley de l'Afrique. Ah oui, c'est visuellement ce que nous espérons et je pense que tous les acteurs s'engagent à atteindre cet objectif. Alors, mon cher Marius, aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes qui veulent investir ce secteur du numérique? Est-ce que les horizons sont légion? Merci, cher Aman. Je peux vous dire clairement qu'aujourd'hui, le domaine du numérique, les opportunités, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, de sorte que le marché aujourd'hui n'arrive pas certainement à avoir peut-être la main-d'œuvre, je dirais qu'il le faut. Alors, comme opportunité dans le domaine du numérique, nous avons beaucoup d'entreprises qui ont besoin, bien sûr, qu'on puisse les pousser dans ce secteur. Et ce n'est pas seulement les personnes qui ont fait l'informatique qui sont vraiment outillées. Nous avons le besoin aujourd'hui où une entreprise a besoin, par exemple, d'un community manager qui pourra booster au fait ses activités, a besoin de quelqu'un qui va mesurer le trafic, par exemple, de son site web pour pouvoir prendre des décisions. Alors, je peux dire, en termes d'opportunités, nous en avons assez. Il suffirait seulement aux jeunes, qui ne soient même pas forcément du domaine numérique, de pouvoir s'outiller. Et quelles sont les formations les plus demandées aujourd'hui dans le monde du numérique? Oui, en termes de formation, comme je l'ai dit, déjà, comme un community manager qui est très indispensable, comme quelqu'un qui va gérer, apprécier le trafic d'un site web, quelqu'un qui va orienter, je dirais, comment dirais-je, orienter les travailleurs dans une structure donnée à avoir les skills, les compétences qu'il faut en termes de développement peut-être d'une application, en termes par exemple d'enregistrement de données dans une base de données. Les b.a.-ba, je dirais, de l'informatique sont aujourd'hui par exemple des prérequis que tout un chacun de nous doit pouvoir avoir. Alors, on parle aujourd'hui de réalité augmentée, on parle d'intelligence artificielle. Où en est aujourd'hui le Bénin? Ah oui, il faut dire que si vous avez un peu suivi l'actualité, récemment, il y a eu un atelier sur la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui est passé surtout sur vos chaînes. Donc, il faut dire que le Bénin, visiblement, s'est résolument engagé vers
sa préparation pour l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'estime qu'à l'étape actuelle, il faudrait que les startups aujourd'hui puissent commencer à se préparer pour cette révolution. Il faudrait aussi que les jeunes qui voudraient réellement embrasser les métiers du numérique puissent commencer à se poser les véritables questions. Quelles sont les opportunités aujourd'hui en intelligence artificielle? Comment ils devraient se préparer? Et quelles sont les formations qu'ils pourraient déjà avoir en ligne pour se préparer justement à cette révolution? Et aujourd'hui, quand on prend les jeunes béninois, pensez-vous qu'ils sont suffisamment outillés déjà pour faire face au marché local? Je pense que il y a un effort qui est déjà fait. Quand on regarde un peu les compétences en termes de développement d'applications, il y a de très belles applications qui sont développées aujourd'hui par des jeunes béninois. Donc on peut dire que la compétence technique existe, mais elle n'est pas suffisante. Je pense qu'il faudrait amener justement à développer plus des curricula de formation qui sont plus adaptés aujourd'hui aux besoins. On parlait tout de suite d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faudrait développer dès à présent des formations liées à l'intelligence artificielle pour former et préparer les jeunes. Il y a aussi tout ce qui a rapport au business dans le secteur du numérique. On parle de technique, mais aussi il faudrait voir comment former ces jeunes à tout ce qui va être UI designer, à ce métier tout simple qui justement consiste à regarder le parcours client des applications qui sont développées de sorte à les améliorer pour les rendre plus comestibles aux Béninois. Aujourd'hui, sur le marché local, quels sont les métiers les plus en vue? Oui, on le disait tout à l'heure et Marius aussi le disait. Community manager? Community manager, mais il y a aussi tout ce qui va être de la gestion de projet dans le secteur du numérique. Il y a toute une méthodologie de gestion de projet. On parle aujourd'hui des méthodes agiles. Il y a des métiers comme le Scrum Master, le Product Owner. C'est vrai que c'est des thèmes anglophones, mais voilà, donc on n'y comprend rien fondamentalement. mais c'est essentiellement des personnes qui justement ont les skills nécessaires pour gérer des projets. Et au-delà de ça, il faut aussi parler de tout ce qui va être l'ingénierie des données. Aujourd'hui, on a passé le cap, disons, le Bénin a mis en place un data center national. Des entreprises comme les banques ou d'autres grosses entreprises des assurances ont de gros volumes de données, les opérateurs de téléphonie mobile aussi. Donc c'est un métier aussi qui est quand même plus ou moins en vogue. Il faudrait que les jeunes regardent aussi de ce côté-là pour pouvoir se préparer à toutes les révolutions qui viennent. Alors un métier en vogue, mais pourtant, on a du mal à boucher certains trous avec la main-d'œuvre locale. Par exemple, le déploiement de la fibre optique ne s'est pas fait par des locaux. Pas tout à fait. Oui, pas tout à fait, effectivement, pas des locaux. C'est vrai, cela nous a permis aussi quand même d'avoir une expérience à la matière. C'est vrai que d'autres pays l'ont fait, l'ont devancé, nous ont devancé bien sûr dans cela. Et je pense qu'il y a eu l'expertise quand même locale qui a été utilisée en ce qui concerne ce déploiement. L'expertise locale ou la main-d'œuvre locale? La main-d'œuvre locale, pas une expertise étrangère. Et je pense que nous avons quand même pu prendre ce bagage intellectuel qui pourrait nous permettre quand même à ce que la main-d'œuvre locale puisse répliquer en fait ces actions. Mais comment ça se fait que vous voulez répondre à Oui, je pense que pour abonder dans le même sens, il faut dire que quand vous parlez d'expertise locale, je pense que c'est au niveau d'un des premiers projets de déploiement de fibre optique. Nous sommes déjà passés à plus que ça. Et il y a des entreprises vraiment locales qui ont déjà de l'expertise pour déployer. Moi, j'ai vu des sociétés béninoises qui ont déjà mis en œuvre des projets de déploiement de fibre optique pour le gouvernement. Donc, la compétence sur la question de la fibre optique aujourd'hui, elle est là. Elle existe. Et elle existe. D'accord. Alors, comment ça se fait, d'accord, qu'en son temps, on n'ait pas pu trouver de la main-d'œuvre locale et qu'on soit obligé de recourir à de la main-d'œuvre étrangère, alors que, voilà, on se plaît à je dirais certainement l'expertise étrangère, mais il y avait quand même la main-d'œuvre locale. Je pourrais dire certainement que la main-d'œuvre locale n'était pas suffisante. Elle n'était pas suffisante, d'où il faudrait aussi faire recours au fait à cette expertise internationale. Et je pense que nous nous attelons quand même déjà, comme l'a dit Salim tout à l'heure, à ce que la main-d'œuvre locale puisse déjà
faire ce genre de déploiement. D'accord. Alors aujourd'hui, d'accord, chers messieurs, vous qui êtes très ancrés dans le monde du numérique, est-ce que le marché local, il est attractif? Parce qu'il y a de ces personnes formées ici, diplômées ici, mais qui préfèrent s'expatrier pour aller monnayer leur talent ailleurs parce qu'ils estiment que le marché local n'est pas aussi attractif que ça. Qu'est-ce que vous en dites? Mon avis est de dire que c'est vrai qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. Mais le Bénin ne peut pas devenir les États-Unis en 2 jours. Les compétences dans les pays développés sont certainement mieux payées que les compétences ici au Bénin. Mais si tout le monde part, qui va réellement développer le Bénin? C'est la question qu'on se pose. Donc je pense que oui, les jeunes ont envie de s'expatrier, mais il faut aussi un regain patriotique pour construire le Bénin. Ah, mais où est-ce que le bas blesse? Je pense que le bas blesse peut-être au niveau de tout ce qui va être investissement. Moi, je me dis que s'il y a plus d'investissement dans le secteur, ces sujets ne se présenteraient peut-être plus. Donc, il faudrait amener, faire en sorte à ce que le secteur soit plus attractif pour de nouveaux investisseurs. Je pense que le gouvernement a fait plein de choses. Aujourd'hui, le cadre réglementaire est déjà prêt, surtout sur la question de la fourniture d'accès à Internet. Il y a un cadre réglementaire qui est suffisamment très intéressant pour permettre aux gens de devenir fournisseurs d'accès à Internet et donc de recruter de la main-d'œuvre au lieu que cette main-d'œuvre puisse partir dans d'autres pays. Alors, M. Marius, forcément, quand vous êtes jeune, quand vous avez de l'ambition et vous estimez qu'au plan local, vous n'avez pas forcément les ressources nécessaires, vous pensez à l'expatriation, surtout lorsque vous avez peut-être des amis, des parents qui se sont expatriés et lorsque vous voyez leur vie comparée à la vôtre, vous dites, mais écoute, mais je fais quoi finalement ici? Mieux vaut-il pas que je m'expatrie aussi? Comment contrôler tout ceci? Oui, je pense que sans langue de bois, je vais le dire clairement, les jeunes, ils ont envie de s'expatrier parce que c'est supposé que bon, le métier n'est pas bien payant. Disons la vérité, un jeune développeur qui s'y connaît très bien, aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Quand nous prenons notre domaine, le domaine du numérique, notamment par exemple ceux qui sont des développeurs, vous avez la possibilité aujourd'hui de travailler en freelance, de rester chez vous, de construire des applications pour les Européens, pour les Américains, et vous êtes payé à l'heure. Vous êtes devant votre ordinateur, on vous flash, on sait ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur, et réglementairement, 1 heure de temps, vous êtes payé. Imaginez, à combien de dollars? Alors, chez nous ou en Afrique, je dirais, combien sont les personnes qui peuvent réellement payer ainsi? Un jeune qui voit cela, qui, au bout d'une journée, il est peut-être à $500 ou à $1000 en une journée. Voudriez-vous réellement qu'ils disent, bon, je serai patriotique, comme l'a dit mon cher Salim tout à l'heure, pour pouvoir rester? Non, qu'on le veuille ou pas, nous tous, on voudrait quand même évoluer, on voudrait quand même avoir un bon confort. Alors, il urge alors que ce soit l'État, que ce soit qu'on puisse organiser, je ne sais pas, un cadre réglementaire qui puisse réellement réguler au fait ces différentes interventions de ces jeunes, notamment dans le domaine du numérique. Alors, comment rendre le marché local attractif? Oui, je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est améliorer le cadre réglementaire. Des efforts ont été faits. Peut-être qu'il faut encore regarder sur ce point-là. C'est peut-être de regarder si l'accompagnement qu'on donne aux jeunes au niveau des entreprises ou des startups est suffisamment bien. C'est aussi de regarder si ça nécessite des investissements nouveaux au plan national, mais aussi des investissements qu'on pourrait capitaliser ou avoir depuis l'étranger. Donc, je pense que ce sont ces éléments qui pourraient plus ou moins permettre à ce que le marché soit plus intéressant. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute l'infrastructure qui a été déjà mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place le backbone national, mais il y a ce qu'on appelle le dernier kilomètre qui devrait justement
connecter les abonnés à la maison et dans les entreprises. Donc, lorsque la connexion arrive à la maison, c'est-à-dire qu'il y a plus de consommateurs d'Internet, donc plus de consommateurs d'applications, de services, et donc, par ricochet, plus de travail pour les jeunes. On sent que le Bénin fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, le ministère qui est dédié est un ministère totalement thématique. On parle du ministère du numérique et de la digitalisation. Donc, c'est clair et précis dans les têtes qu'on est là que pour ça, évidemment. Et donc, quels sont aujourd'hui les efforts à faire encore parce qu'on en demande et on en redemande, évidemment, en tant que consommateur. Quels sont les efforts encore à faire du côté du ministère pour un plein épanouissement du secteur? Pour un plein épanouissement du secteur, c'est vrai, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais moi, je pense que le ministère aujourd'hui devrait travailler sur le cadre réglementaire. Il y a certainement plusieurs sujets sur lesquels le ministère pourrait travailler pour améliorer le secteur. Donc, le travail fondamental, c'est de développer des politiques publiques qui permettent de faciliter l'innovation dans le secteur du numérique, cadre réglementaire, mais aussi tout ce qui va être amélioration de l'inclusion des populations à l'utilisation des services numériques. Alors, M. Marius, les startups aujourd'hui, les 16 startups qui interviennent dans le domaine du numérique, bien sûr, on a l'impression que leurs innovations souffrent cruellement de communication. Parfois même, on ne fait pas vraiment confiance à l'expertise locale ou aux innovations des locaux. Pourquoi est-ce que cela est ainsi? Merci, Sherman. Alors que malheureusement, on devrait faire confiance au fait à nos startups, d'ici. Moi, j'avoue personnellement, ils font du merveille. En termes d'innovation, ils ont eu à automatiser, je dirais, pas mal de choses. Et c'est dans tous les domaines d'intervention. Vous savez, start-up, aujourd'hui, quand on le dit, on pense forcément au domaine numérique, alors que ce n'est pas forcément le numérique. C'est plutôt innover une activité qui se fait peut-être de façon mécanique, pouvoir rationaliser au fait cela et l'automatiser. Alors, aujourd'hui, vous allez certainement entendre parler des hackathons qu'on organise pour pouvoir primer le meilleur start-up qui aurait fait une innovation proprement dite. Alors, qu'en fait-on des autres innovations que les autres startups qui ont certainement concouru? On a fait une expérience, on était par exemple à Kigali la fois dernière, où vous savez, leur approche, on parle du Design Challenge. Le Design Challenge, c'est quoi? Que tout le monde puisse innover, développer une technologie. Et on accompagne ces différentes technologies. On ne laisse aucune technologie à la sorte. Nos startups ici, est-ce que c'est la communication réellement qui manque? Je ne dirais peut-être pas la communication. C'est peut-être le manque de croyance. On n'y croit pas. Ceux qui peuvent soutenir peut-être ces applications développées, ces innovations développées, quelles garanties ils ont pour dire, je peux faire la promotion peut-être de cet outil pour que ça soit vraiment un outil qui puisse être incontournable. Quelle assurance, quelle sécurité on leur donne? Je pense que c'est là réellement le problème et on doit essayer de creuser pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas réellement à soutenir nos startups. Très bien. Est-ce que vous avez une autre lecture de la chose? Non, je pense que Marius a clairement dit que oui, il faudrait que certains acteurs puissent être plus sécurisés de sorte à accompagner les startups. Donc je pense que oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que la question de la communication est aussi plus ou moins nécessaire. Donc je prends une startup qui développe une application de dématérialisation du processus de gestion de la comptabilité pour avoir à la clé un état financier. Quand on prend exactement une telle start-up, elle a besoin aussi, si elle n'a pas de ressources financières, de trouver
quelqu'un qui peut quand même l'aider à investir dans tout ce qui va être communication. Ou une banque, par exemple. Ou une banque, alors qu'aujourd'hui, les banques sont frileuses en termes d'accompagnement pour les startups. Et aussi, peut-être, l'idée, c'est aussi de voir comment les médias aujourd'hui peuvent accompagner ces startups-là, à leur donner un espace pour venir présenter justement leurs innovations. Ça permettrait aussi de mettre un peu plus de visibilité sur ce qu'elles font. Et comment mettre à l'échelle? Parce qu'il y a des startups qui mettent en place des initiatives très intéressantes, reconnues de tous, mais la mise à l'échelle est toujours problématique. Pourquoi? Oui, bon, ça, il faut le dire, dans notre contexte actuel, je pense que c'est peut-être tout ce qui va être appui qui va manquer. C'est-à-dire que oui, le gouvernement fait des efforts, mais si ce n'est que le gouvernement qui fait des efforts pour accompagner les startups, ça ne marchera pas. Donc il faudrait que des business angels se positionnent, il faudrait qu'un certain nombre d'investisseurs regardent un peu plus de près ce que ces startups-là font pour mettre à l'échelle les innovations qui fonctionnent. L'entrepreneuriat numérique aujourd'hui, est-ce que véritablement dans notre pays, c'est effectivement en vogue? Est-ce que c'est effectivement rentable, l'entrepreneuriat numérique? Oui. Il y a certaines startups qui s'en sortent. Il y a certaines startups qui s'en sortent parce qu'elles ont développé ces innovations-là et elles travaillent aussi avec le gouvernement. Donc, lorsque la startup a une innovation qui est plus ou moins intéressante et elle arrive à la vendre à son utilisateur ou à son public cible, oui, ça fonctionne, ça marche. Donc, il faut espérer pouvoir vendre son innovation bien sûr, avant de régler le propriétaire. Mais comme il le disait tout à l'heure, il faut forcément un accompagnement. Aujourd'hui, les banques, est-ce qu'ils font confiance, par exemple, à ces startups pour pouvoir les accompagner? Quand nous parlons de mise à échelle, quelqu'un qui développe, je prends juste un exemple, une petite application qui permet de faire telle chose. Il voudrait réellement mettre cela à l'échelle pour que ça puisse couvrir, je dirais, les 77 communes. Il n'a pas les moyens financiers pour pouvoir faire cette mise à échelle. Qui peut l'aider aujourd'hui? Qui peut assurer cette garantie? C'est là vraiment, je pense, à ce que le ministère de tutelle, je peux dire le ministère du numérique, de la digitalisation, les différentes agences que nous avons également aujourd'hui aussi dans le développement du numérique, quelles sont les actions qu'ils mènent aussi, ne serait que pour accompagner ces jeunes? Oui, moi je dirais, Marius, que les actions sont là. Il y a des actions qui ont été menées pour accompagner les jeunes startups visibles depuis 2016. Ce que moi je déplore, tu as parlé des banques, oui, ce n'est pas que le gouvernement qui doit mettre la main à la pâte, le secteur privé. Les champions, il y a de grosses entreprises qui sont sur le terrain. Comment elles font pour accompagner les innovations qui existent déjà? Ça, c'est la véritable question. D'accord. Venons-en à présent au secteur de la formation, qui est important, qui est un secteur important dans le dispositif aujourd'hui que le Bénin est en train de mettre en place. Est-ce que sur place, les centres de formation répondent aux aspirations du présent? Est-ce qu'on n'est pas dans des curricula passéistes, dépassés? Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que nous devrions nous adapter aux réalités actuelles. Je pense que en ce qui concerne le curricula, ça doit être adapté à ce qui se vit actuellement. Vous prenez l'Europe, vous prenez l'Amérique, ils ont des formations professionnelles que nous n'avons pas encore ici. On est obligé aujourd'hui, il te dit il est juste informaticien, mais à la fois il porte plusieurs casquettes. À la fois il est community manager, il est développeur, il est administrateur réseau, il est administrateur dans le cloud, ainsi de suite. Donc je pense que ce curricula aussi doit être revu pour qu'on puisse s'adapter à nos réalités. Aujourd'hui, on peut déjà remercier le gouvernement d'avoir créé également, il y a l'école des métiers du numérique. L'école des métiers du numérique. C'est vrai, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un background en informatique, mais ne serait que les petits process en termes de dépannage, de maintenance informatique, il y a quand même déjà cela qui a commencé par révolutionner. Mais on doit revoir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font des formations en ligne pour obtenir des parcours, des parchemins, des certificats qui leur permettent quand même de s'ingérer aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Cela doit être revu forcément. Salib, qu'est-ce que vous en dites? Je partage entièrement l'avis de Marius. Je pense qu'il y a des actions
qui sont déjà menées au plan national. On a parlé tout à l'heure de la stratégie de l'intelligence artificielle. Comment une université commence à se préparer avant que la stratégie de l'intelligence artificielle ne soit adoptée par le gouvernement? On a un certain nombre d'éléments. On a parlé de fibre optique. Quels sont le nombre d'universités qui se préparent ou qui forment aujourd'hui les étudiants à être des experts en déploiement fibre optique? Donc, je pense, comme Marius, il faudrait adapter ces curricula de formation pour que nous puissions nous préparer à tout ce qui va venir. Très bien. Jean-Hugues Ouensou nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va, merci. Responsable de la Vedette Média, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que vous faites précisément? C'est une entité qui fournit des solutions en technologie web. Simplement. Ouais, pour globaliser en fait. D'accord, pour faire court. Ouais. Pour faire court, pour summarize, comme l'auraient dit les Anglais. Alors, le débat, sinon, le sujet aujourd'hui, l'économie numérique dans toutes ses dimensions et surtout, quelle main-d'œuvre pour une demande de plus en plus forte, une demande aussi bien locale qu'internationale. Aujourd'hui, on va vous faire la même question que j'ai faite à vos prédécesseurs. Pensez-vous que la main-d'œuvre locale est suffisamment intéressante pour faire face aujourd'hui aux besoins du marché? Je pense que le besoin du marché aujourd'hui est très croissant et ça demande des compétences en fait assez pointues, assez précises en fait. C'est vrai que le gouvernement est en train de faire un effort à travers en fait l'école des métiers du numérique, mais je dirais qu'on a besoin de beaucoup plus en fait. Aujourd'hui, nous avons des métiers du numérique comme ceux de la blockchain, mais nous ne faisons pas ces formations-là au Bénin en fait. Donc, il va falloir essayer de pousser un peu plus ces cadres de formation, ces différents curricula pour permettre quand même à la main-d'œuvre d'être au pas par rapport en fait aux évolutions technologiques mondiales. Alors, aujourd'hui, lorsque vous recevez des clients, quelles sont les préoccupations qui reviennent très souvent? Bon, la plupart du temps, ces clients ont besoin d'outils qui leur permettront en fait d'automatiser leurs différents processus, que ce soit des processus en entreprise ou bien que ce soit des processus pour leurs projets personnels en fait. Quand je parle de processus, on ne veut pas parler forcément de création de sites web de façon basique ou bien de création d'applications web de façon basique, mais nous allons aller un peu plus nous allons essayer d'aller un peu plus au-delà à travers par exemple des fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on n'a pas forcément ici. Et nous sommes obligés, par exemple, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec plusieurs étudiants qui ont fait des formations en numérique, qui ont fait des formations en développement web et autres de diverses universités de la place. Mais nous, en retour, nous sommes obligés de les former en fait aux compétences que nous voulons pour pouvoir satisfaire les besoins des clients en fait. Puisque si nous n'offrons pas ce qu'il y a de mieux pour nos clients en fait, nous ne pourrons pas tenir dans le temps en fait. Et nous devons également passer à travers l'innovation pour pouvoir satisfaire au mieux les besoins de tous nos clients. Donc, comme je le disais, malgré le fait qu'on ait une certaine main-d'œuvre ici, locale, des gens qui ont été formés dans des universités pour le numérique, nous passons quand même une autre formation en interne pour leur permettre d'être alliés aux besoins des clients. Est-ce que la formation, je vais dire à l'université, du coup, un tout petit peu carente de ce fait? Je vais pas dire obsolète en fait, mais le Bénin a besoin d'intégrer de nouvelles formations, de nouveaux métiers en fait, à ces formations qu'on donne aux différents jeunes des centres de formation que nous avons. D'accord. Et en termes d'entrepreneuriat numérique, vous êtes un entrepreneur numérique, est-ce que ça permet de vivre la belle vie? L'entrepreneuriat à la base ce n'est pas pour vivre la belle vie, mais l'entrepreneuriat c'est pour solutionner des choses, apporter des solutions en fait à divers problèmes. Mais je pense que l'entrepreneuriat pas pour rester à pas avoir fait non plus. Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est ce que je voulais dire en fait. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, on met en avant le fait qu'il faut solutionner des problèmes. Nous, on ne solutionne pas des problèmes. Non, mais lorsqu'on solutionne des problèmes, c'est pour une contrepartie donnée. On ne va pas travailler en fait juste pour travailler. Cette contrepartie n'est pas la moins importante. Si, c'est pas des moins importantes en fait. Cette contrepartie est importante parce que on dit souvent, même en entreprise, l'argent en fait motive le travailleur. Tu appelles quelqu'un que tu ne paies pas. En fait, je ne pense pas qu'il serait motivé à faire le travail qu'il veut faire, peu importe sa compétence, en fait. Donc, je vais dire,
ça ne permettra peut-être pas de mener la belle vie comme on le dit. C'est peut-être un processus en fait qui aura son cours en fait sur la durée. Mais ça permet quand même de nourrir son homme, ça permet quand même de gérer en fait tout ce qu'il faut gérer pour faire grandir du moins son entreprise et puis peut-être quelques années après, comme vous le dites, faire la belle vie. D'accord, c'est très important de faire la belle vie. Alors, mon cher Marius, aujourd'hui on dit du numérique que ce sont les métiers du futur, les métiers d'avenir, c'est le secteur qui sera très très bientôt et qui est en train de l'être déjà le plus pourvoyeur d'emplois. De quelles compétences spécifiques a-t-on besoin aujourd'hui pour être dans ce secteur, pour être dans ce métier, pour embrasser le numérique? Oui, je pense que effectivement c'est le secteur prometteur aujourd'hui. Il n'y a pas ce domaine d'activité où le numérique n'intervient pas. Il n'y a pas. Même sur la chaîne de télévision que nous sommes ici, le numérique qui apparaît. Il y a le service web qui est là. Le service web qui est là, voilà, où il y a une retransmission en direct sur la page YouTube, par exemple. C'est déjà, en fait, du numérique. Alors, il faudrait qu'on puisse se mettre au pas. Il y a le sieur qui disait tout à l'heure, en termes de curricula de formation, il faudrait qu'on puisse revoir cela. Je disais tout à l'heure, bon, obsolète, c'est vrai, bon, le mot obsolète est certainement un peu plus fort. Mais il y a... Limité, on dira limité. Bon, pas assez étoffé en fait. Je dirais pas assez étoffé. Donc limité. Sinon, oui, sinon les formations sont bonnes, mais bon, elles ne sont pas assez étoffées. Oui, au fait, moi je vois aujourd'hui que les enseignants se mettent sur des choses, je dirais, très vieux. Quelqu'un qui veut faire du développement, aujourd'hui on le monte en Côte Chevaux Pascal par exemple, je me dis le mieux c'est d'aller très vite. Et de ne pas revenir peut-être sur ces anciennes méthodes. Voilà. Mais est-ce que justement la résolution de ce problème n'est pas de rapprocher les entreprises des universités? Parce que quand on forme dans une université un jeune qui est obligé d'aller chez Jean-Hugues pour se faire encore former, se recycler, est-ce que justement l'équipe de Jean-Hugues ne devrait pas aller à l'université pour les former? Je pense que c'est des approches qui devraient permettre d'avoir des curricula de formation qui sont adaptés aux enjeux du moment. C'est comme on a eu l'expérience, j'ai eu l'expérience chez moi où il y a des étudiants qui viennent faire des stages pro bono chez nous par exemple pour pouvoir bénéficier au fait des compétences actuelles sur le marché. Alors c'est le secteur du futur, je pense que c'est de s'adapter aux nouvelles technologies qu'il y a actuellement. Je l'ai dit à l'entame, on peut ne pas être informaticien de base pure, de souche, mais aujourd'hui, il y a certains métiers du numérique qui, il vous faut peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, même si vous n'êtes pas du domaine, pour pouvoir savoir faire telle chose. D'accord. Est-ce qu'on a besoin, Salib, de compétences spécifiques pour embrasser le numérique? Est-ce que c'est difficile, comme certains le pensent? Parce quand on voit les algorithmes qu'il faut développer, quand on commence à parler d'algorithmes, honnêtement, les 5 premières minutes, je vous suis, mais après ça, vous êtes surpris. Je pense que non. Je pense que c'est de la disponibilité et du temps qu'il faut pour se faire former dans le secteur du numérique. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la barrière de la langue. D'accord? Il y a plusieurs formations et peut-être les meilleures qui sont en anglais. Il faut aussi maîtriser ce qu'est un ordinateur, savoir l'utiliser réellement et savoir naviguer sur Internet pour pouvoir dénicher les bonnes formations. Et aujourd'hui, en autodidacte, en formation autodéterminée, vous pouvez vous former en algorithmique, en développement. Tout dépend de votre engagement et aussi du temps que vous accordez à cette formation. Alors, quelles sont les prédispositions, parce qu'il faut y avoir des prédispositions, quelles sont les prédispositions académiques qu'il faut avoir? Il faut s'inscrire peut-être dans une série scientifique ou bien quand bien même on fait une série littéraire, on peut par la suite se greffer à un métier du numérique. Moi, je suis du genre à penser que les formations à l'école ne sont pas forcément celles qui déterminent le travail que nous faisons demain. C'est la passion qui nous permet de déterminer ce que nous allons être demain. Moi, je peux être ingénieur en télécommunication et devenir demain agriculteur. Donc, il ne s'agit pas des prérequis.
on a vu il y a quelques mois le gouvernement qui a lancé une approche, je pense, c'est le projet Learn, si ma mémoire est bonne, qui a permis de prendre des personnes qui sont dans des secteurs d'activité complètement différents pour les faire devenir des développeurs et des spécialistes dans le secteur du numérique. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de prérequis. Il y a de l'engagement à avoir et la passion, c'est tout. Il y a des domaines qui restent encore pour le moins assez vierges. On parle de la robotique, par exemple. Oui. Au Bénin, où en est-on? Je pense qu'il y a des choses quand même qui sont faites. Hein. De mon point de vue, il y a des approches qui se présentent. Votre invité de tout à l'heure parlait un peu de tout ce qui va être automatisation d'une culture agricole, je pense. Donc, elle disait avec le téléphone, elle avait la possibilité d'irriguer un champ. Donc, c'est déjà les prémices de tout ce qui va être de la robotique. Donc, oui, j'ai également l'impression que sur le terrain, il y a des Fab Labs, des structures dans lesquelles les jeunes s'adonnent à tout ce qui va être robotique. Donc, il y a déjà les bases qu'il faut pour embrasser ce secteur aussi. Moi, je vais ajouter quelque chose. En fait, j'ai constaté que la plupart des jeunes ou ceux-là qui veulent aller vers le numérique se ruent vers des formations ou bien des métiers embrassé par tout le monde. En fait, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Il faudrait d'abord que celui qui veut aller vers le numérique connaisse déjà l'ensemble des métiers du numérique. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un jeune ou bien quelqu'un qui veut aller vers le numérique, qui dit qu'il va faire une formation en développement web, qui va faire une formation en community management, en fait. Et souvent, on tourne autour de ces deux formations-là, en fait. C'est ce qui est un peu compliqué aujourd'hui au Bénin. Il faudrait que les jeunes sachent, en fait, qu'il y a beaucoup plus de formations. Il n'y a pas que du développement web, il n'y a pas que du community management, il n'y a pas que, en fait, les métiers du marketing numérique, en fait, pour parler de numérique. Vous venez de le dire, il y a la robotique également. On n'a pas assez de jeunes, en fait, qui veulent forcément se diriger vers ces genres de secteurs-là. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Parce qu'ils n'ont pas l'information, en fait. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes peuvent dire, qu'en fait, avec précision que la robotique fait partie intégrante de l'économie numérique ou bien des métiers du numérique. Lorsque tu poses la question à un citoyen lambda, il va te parler de création de site web, marketing numérique et tout, mais ils ne savent pas que en fait, ces genres de métiers font partie du numérique. Il y a, comme je le disais tout à l'heure également, les métiers de la blockchain en fait. C'est des choses qu'on a, mais qui ne sont pas assez développées au Bénin. Si nous avons assez de personnes qui se dirigent vers ces genres de métiers-là, je pense que l'essor serait beaucoup plus perceptible en fait dans ce que nous faisons dans le domaine du numérique. Parlant également des formations, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, une ruée vers, on prend un développeur web par exemple. Chez nous, à l'entreprise, lorsque nous recrutons des développeurs web, la majorité, voire 90%, n'ont pas une compétence qu'on cherche en fait. Exemple du développement web en Python. Et nous sommes obligés de les repasser par une formation adéquate en Python pour leur permettre en fait de travailler sur les projets de l'entreprise. Parce que la majorité des projets de grande envergure en fait sont développés dans cette technologie-là en fait. Ici au Bénin, dans notre centre de formation, sauf ceux-là qui vont se former personnellement ou autodidacte, mais on apprend souvent les langages les plus usuels du PHP, du CSS, du HTML et autres, mais il y a quand même des langages qui peuvent apprendre, qui interviennent par exemple, je prends comme je le disais le langage Python qui intervient dans l'intelligence artificielle, qui est également en fait une mine de métiers que les gens doivent saisir en fait. D'accord. Allez, par ici, on ne parle pas qu'en langage Python, aussi, on parle aussi en français. Et c'est en français que nous adressons les préoccupations aux amis et internautes pour qu'il y ait une large majorité de Béninois qui puissent intervenir. Et nous leur avons adressé la question du jour. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le manque de main-d'œuvre dans certains domaines du numérique au Bénin? Voilà la question que nous avions adressée aux téléspectateurs. Et nous avons un apprenti développeur par ici, Stanislas Ossalinko en tout cas. Bonjour Stan. Bonjour, je ne suis pas un apprenti développeur, même si j'ai fait le journalisme multimédia, qui exige que j'ai des compétences techniques aussi dans le métier avant de faire le journalisme multimédia. D'accord, c'était pour vous taquiner un tout petit peu, mon cher Stan. En tout cas, c'est vous qui nous aidez chaque matin par ici à faire le tour de nos canaux digitaux pour prendre les avis de nos amis internautes. Voilà la question que nous leur avons adressée. Qu'est-ce qui explique donc, selon vous, le manque de main-d'œuvre dans certains domaines du numérique?
Qu'en pensent-ils nos internautes? Oui, beaucoup de réactions. Ils estiment, les internautes, que les offres de formation dans ce secteur, dans le domaine du numérique, sont insuffisantes. Ces offres de formation-là, malheureusement, le peu qui est disponible aussi, semble-t-il coûteux, ont-ils déclaré sur nos canaux digitaux. Et sans doute, c'est ce que nous allons voir à travers les avis que vous avez dûment répertoriés pour nous. Exactement. Et la première réaction nous vient de Pascal Sonagnon et donc qui pense que c'est parce qu'on ne forme pas les jeunes dans ce domaine. Pour Rihanna Alidou, beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas parce qu'on leur fait croire qu'il faut être super intelligent pour suivre une formation dans ce domaine. Razdol estime que le coût de formation dans ce domaine est trop élevé. Justin pense de son côté qu'il y a moins de centres de formation dans le domaine du numérique au Bénin. Si le pays peut insérer le numérique comme matière depuis la classe de 4e ou de 6e ou créer des écoles pour ça, cela va prendre. Donc Bruno vient clore le débat en disant ceci: manque de main-d'œuvre dans le domaine numérique actuellement, s'interroge notre ami avant d'affirmer: je ne pense pas. Le souci, nous sommes dans un pays où le diplôme est exigé dans tout. Et si ici et ici, dans le domaine numérique, dit-il, même celui qui est formé sur le tas peut être bon. Pour une offre de technicien, on demande 5 ans d'expérience. J'ai été à un entretien où on m'avait demandé la licence. Mais après les 3 étapes de l'entretien, le patron de la structure m'appelle personnellement et me demande pourquoi je n'ai pas fait un BTS, qu'il aurait aimé me recruter avec le BTS que la licence. Encore actuellement, les jeunes de 23 ans, parfois moins, ont le master. Le problème est ailleurs, conclut notre ami Don de Dieu. Voilà, il y a ce problème, mon cher Jean-Hugues, le problème des diplômes. Le problème des diplômes que pose cet ami internaute. Est-ce qu'on est obligé de faire le circuit normal avant d'être considéré à sa juste valeur? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que Salim l'a dit tout à l'heure. C'est la passion en fait qui guide. Ce n'est pas forcément ce que tu as appris à l'école, mais c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand on parle du numérique, c'est ce que tu peux faire. Moi, aujourd'hui, que j'ai un étudiant ou bien un demandeur d'emploi qui vient chez moi, demande un boulot, on lui remet un ordinateur, il fait des choses incroyables, on le prend. On s'en fout de où il a étudié, comment il a étudié. L'essentiel, en fait, c'est est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose qui nous pourrait permettre de satisfaire nos clients? Si la réponse est oui, on le prend. Peu importe le BTS, en fait, peu importe la licence, peu importe le niveau d'ingénierie, en fait, que cette personne a, il peut avoir en griffe le CEP. Je ne dis pas que la formation académique n'est pas importante. Elle est très importante, en fait. Mais lorsqu'on se trouve en face des gens qui sont très compétents, mais qui n'ont pas forcément, en fait, ce bagage intellectuel ou académique-là, on les prend, en fait. L'essentiel, c'est qu'ils sachent faire ce qu'on leur demande de faire. Alors, on sait que tout le monde ne peut pas être Mark Zuckerberg, tout le monde ne sera pas Elon Musk non plus. Ouais. Mais pourtant, comment déconstruire dans la tête du nombre de personnes que pour embrasser les métiers du numérique, on n'a pas besoin d'être un génie outre mesure? Je dirais, en fait, que les gens savent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être un génie, mais je dirais en fait qu'ils ne passent pas assez à l'action en fait. Ils se disent peut-être le numérique c'est bien et tout, mais ils ne passent pas, ils n'essaient pas en fait de voir en fait ce qu'ils ont peut-être vu sur une page Facebook ou sur un compte Twitter. Ils n'essaient pas de le mettre en pratique pour voir en effet, en fait, que ce truc n'est pas réellement difficile du moins et que c'est quand même accessible à eux et qu'ils peuvent le faire un peu plus facilement que ce qu'ils auraient pensé. Une autre approche serait peut-être d'amener des ateliers thématiques dans les écoles. Quand on prend l'exemple des collèges et universités, si on organise des ateliers thématiques en termes de robotique et dans d'autres domaines, ça permettrait justement à ces cibles-là de comprendre qu'en réalité, c'est pas si difficile que ça. Et aussi ouvrir ce type d'atelier à tout type de personnes, tout type d'individus, un agronome, quelqu'un qui est spécialiste en sciences politiques. Quand on organise ce type d'événements, s'ils sont réellement intéressés et passionnés, ils peuvent se rapprocher et voir comment justement ces technologies sont développées. On ne sait jamais, ça peut
améliorer ou, disons, leur donner une nouvelle carrière. D'accord. Allez-y. Oui, je voulais dire effectivement, il faudrait démystifier cela, comme l'a dit Salim. Démocratiser cela, organiser des ateliers, que les gens viennent, qu'on puisse leur expliquer. C'est aujourd'hui un peu comme devenir médecin. On dit, allez faire la médecine, c'est compliqué, c'est difficile. On l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin réellement de prérequis. Mais malheureusement, dans le monde de l'emploi, on te dit qu'il faut avoir le BTS, il faut avoir la licence, alors que ça n'en a aucune forcément. Mais pour devenir médecin, c'est important d'aller étudier. Oui, pour devenir médecin, oui, ça c'est... Là, on parle du numérique. On parle plus... Déjà qu'on a peur, parce que nos médecins sèchent les cours, nos apprentis médecins sèchent les cours, on a déjà peur. Quand on parle du numérique, au fait, l'idée qui vient à la tête des gens, quand on dit informaticien, ils pensent déjà au développement, ils voient déjà les algorithmes, que c'est compliqué. Il faut avoir un bac C, il faut avoir un bac D, un bac scientifique forcément. C'est 2001 qui déambule sur voilà, avant d'entamer cela. Alors que non, c'est une passion. Quand vous avez cette passion, même si vous avez un bac littéraire et que vous voulez développer, vous allez développer. Et les métiers du numérique, ce n'est pas seulement du développement, c'est tout autre chose. Je dis, quelqu'un par exemple qui analyse les trafics d'un site web, qui va permettre de prendre des décisions. Alors, il pratique le métier du numérique, mais il ne fait pas du codage, pas du tout. Donc, organiser ces séances, parler aux gens pour leur dire, le métier du numérique, vous pouvez avoir le niveau de la classe de 4e par exemple, de la classe de 3e. Si vous voulez vraiment le faire, vous allez pouvoir le faire. Il y a des gens qui ont fait toute autre formation, mais aujourd'hui, avec les tutoriels par exemple, sur les différentes plateformes, ils arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire, il va te parler en langage informatique, il va te faire certains process, tu seras étonné. Voilà. Alors, je vous donne ma propre expérience. J'ai voulu sur une formation en création de site web. Je suis allé le premier jour, on a posé X et Y au table, j'ai ramassé mes affaires. Franchement... Non, mais aujourd'hui, vous avez les CMS qui vous permettent, pour quelqu'un qui n'a jamais développé, vous avez un template gratuit déjà qui vous permet d'aller très vite pour un site web, par exemple. En quoi X et Y ont quoi à faire à la création de site web, franchement. Là, vous allez poster les balises alors. D'accord. Allez, oui. On vous enseigne le langage informatique. On vous parlera... J'ai eu aussi la même difficulté dans mon école où on fait le journalisme multimédia. Quand on a commencé à parler de code ASCII et autres, j'ai plus peur, mais à la longue, je m'en suis habitué. Mais finalement, il a compris que là, ce n'est pas mon truc. Mais j'ai des gens qui ont fait la A1 comme moi, qui aujourd'hui sont hyper bons dedans. Nous avons reçu la même formation. Donc, chacun trace son chemin après avoir suivi la formation. Il est question de s'adapter. Comme vous l'avez dit, les métiers de multimédia, il y en a plein. Et les métiers du numérique, c'est encore autre chose. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas tout citer. Donc, il faut aller selon sa passion. Et quand vous faites de votre passion, votre métier, ça passe. Et restez dans votre zone de confort. Vu qu'on est en train de parler de ça, ça pourrait peut-être aider des gens qui veulent le faire. J'en suis une preuve vivante. Je n'ai pas étudié à la base les métiers du numérique. J'ai un master en marché financier. Aujourd'hui, j'évolue dans le numérique. C'est vrai que j'essaie de faire un pont entre ma formation de base et puis le numérique. Mais c'est pour dire quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément étudié ça à la base, mais qui peuvent évoluer dans ce secteur-là. Très bien. Merci beaucoup, Stan. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Allez, on va faire un dernier tour de table par ici dans le forum de discussion où on parle évidemment d'économie numérique et de cette main-d'œuvre pour quel marché. Mon cher Salim, vous aujourd'hui, vous êtes pleinement épanoui dans tout ce qui est numérique. Franchement, c'est hors de question de quitter là-dedans. Oui, c'est pour moi hors de question de quitter là-dedans. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est politique publique dans le secteur du numérique. Donc oui, politique publique, mais ce sera toujours dans le secteur du numérique. Comment faire en sorte à ce que les populations à la base quand même arrivent à consommer sans difficulté et sans stress le numérique. D'accord. Marius? Oui, je suis dans le domaine du numérique depuis plus de 10 ans. Je resterai, je demeurerai. Il y a aujourd'hui, comme nous l'avons dit, d'autres, je dirais, notions dans le domaine du numérique qui s'offrent encore à nous. Je me cultive toujours davantage et pouvoir apporter ce plus pour mon beau pays, le Bénin. Où est-ce que vous situez le Bénin aujourd'hui sur la carte numérique de l'Afrique? Je pense que le Bénin est en train de connaître une certaine percée, en fait, en termes de développement du numérique. Si je me rappelle bien, au niveau du premier quinquennat du PAG1, en fait, la vision du président de la République était de faire du Bénin une plateforme des services numériques. Et là, je pense que nous sommes en train d'assister
progressivement à ça depuis environ 3 ans, en fait. Donc, c'est bien. Le Bénin est en train d'évoluer. Le Bénin est en train de connaître, comme je l'ai dit, une certaine percée. Et ça ne saurait qu'accroître, en fait. Et en tant qu'acteurs du domaine, nous essayerons tant bien que mal d'apporter notre touche quand même au développement de ce secteur, au développement du pays. Merci beaucoup à vous, Jean-Hugues Ouensou. Je vous en prie. Vous êtes responsable de la Vedette Média. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci également à vous, Marius Aonon. Vous êtes donc ingénieur des systèmes d'information. Merci, Sherman. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays aussi. Au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir de nous retrouver très prochainement et merci beaucoup à Salim Gadier, lui qui est donc spécialiste en gestion des projets et régulation numérique. Le mot régulation, quand on commence par apprendre ça, on sent qu'il y a la police dedans. Merci beaucoup. Allez, au plaisir de vous retrouver très prochainement, toujours pour continuer à parler du numérique, bien sûr. Bien sûr, oui. Absolument. 5 sur 7 matin, la suite encore 2 rendez-vous, les sports de Hugues Ginsouzounon, la revue de presse. Ça, c'est pas encore digitalisé, mais bon, on va y arriver quand même avec les papiers. À tout de suite.